Le SMS ne m'était pas destiné. Je le sais maintenant. Mais à cet instant, devant l'écran de mon téléphone à 23h47 un mardi, j'ai senti mon monde s'effondrer comme du verre sur du béton. Demain à 14h, même endroit. Ne t'inquiète pas, elle ne le saura jamais. J'ai hâte de te revoir, ma belle. C'était le numéro de ma sœur envoyé sur le téléphone de mon mari. Le téléphone qu'il avait laissé sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Je restais là, en pyjama, tenant cet appareil comme s'il était radioactif. Mes mains ne tremblaient pas encore. Ça viendrait plus tard. À ce moment-là, j'étais juste figé. Vous connaissez cette sensation quand votre cerveau refuse de traiter ce que vos yeux voient? Comme quand vous regardez un film et que le rebondissement est si évident que vous l'avez complètement manqué. La douche coulait encore à l'étage. De la vapeur embuait probablement le miroir de la salle de bain où il s'était entraîné à dire ses doux « je t'aime » qu'il me lançait ces derniers temps. Trop mignon. Étrangement gentil. Ma sœur. Mon mari. Ma sœur et mon mari. J'ai relu le message 17 fois. J'ai compté, car parfois, quand la vie explose, on se concentre sur des détails étranges pour ne pas crier. Le pire, c'est que ce n'était même pas un bon message secret. Négligé, négligent, comme s'ils s'étaient tellement habitués à leur petit arrangement qu'ils en avaient oublié la prudence. Depuis combien de temps cela durait-il? À combien de dîners de famille avais-je assisté, à leur passer les pommes de terre, à bavarder pendant qu'ils échangeaient des regards par-dessus la table à manger de ma grand-mère? La douche s'est arrêtée. J'ai posé son téléphone exactement là où je l'avais trouvé, j'ai baissé la moustiquaire, et je suis allé dans notre chambre d'un pas si mesuré qu'on aurait dit une chorégraphie. Lorsqu'il est sorti de la salle de bain avec cette serviette enroulée autour de la taille, la même que je lui avais offerte pour notre anniversaire, j'étais déjà sous les couvertures, faisant semblant de lire. « Salut, ma belle » a-t-il dit, comme toujours. « Tu es couché tard. Tu n'as pas pu dormir » ai-je répondu sans lever les yeux de mon livre. Les mots flottaient de toute façon. Il s'est glissé dans le lit à côté de moi, et j'ai senti l'odeur de son shampoing, le shampoing cher que ma sœur m'avait recommandé des mois auparavant. C'est drôle comme les pièces d'un puzzle s'assemblent soudainement quand on regarde la bonne image. Tout va bien? Sa voix portait cette note d'inquiétude qui me faisait fondre. Maintenant, ça me donnait la nausée. Parfait, ai-je dit. Je pensais juste à demain. S'il avait perçu l'ironie, il ne l'a pas montré. Il m'a embrassé le front, un petit baiser doux qui semblait un mensonge contre ma peau, et s'est roulé de son côté du lit. Je suis resté allongé là, écoutant sa respiration, même dans le sommeil, tandis que la mienne restait aiguë et superficielle. 3 ans de mariage, 8 ans ensemble au total. Ma sœur avait été ma demoiselle d'honneur. Elle avait tenu mon bouquet pendant que je promettais d'aimer, d'honorer et de chérir cet homme, qui la chérissait apparemment en retour. Le plus drôle avec la trahison, c'est qu'elle change tout. Soudain, son insistance à nous aider à organiser notre fête d'anniversaire le mois dernier prenait tout son sens. Son intérêt soudain pour mon emploi du temps, sa façon de s'enquérir des voyages d'affaires de mon mari avec un peu trop de désinvolture, et lui, ses réunions mystérieuses de l'après-midi qui semblent toujours s'éterniser, sa nouvelle eau de Cologne, sa façon d'aller plus régulièrement à la salle de sport et d'y être belle. J'étais fier de lui, je la soutenais, j'étais une épouse dévouée. Je me souvenais de l'anniversaire de ma sœur, 6 semaines plus tôt. Elle avait bu et avait attrapé mon mari par le bras pendant que nous rions tous. « Tu es un homme si bien », lui avait-elle dit d'une voix légèrement pâteuse. Ma sœur a tellement de chance. Sur le moment, j'avais ressenti de la gratitude et de la chaleur. Que des sœurs soutiennent son mariage était censé être une bonne chose, non? Maintenant, je comprenais qu'elle ne parlait pas du tout de chance. Elle parlait de partage. L'horloge numérique sur ma table de nuit affichait 2h33. Quand je me suis enfin levé, je suis descendu à pas feutrés jusqu'à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau dont je ne voulais pas et je suis resté à la fenêtre, admirant notre rue de banlieue impeccablement entretenue. Toutes les maisons se ressemblaient au clair de lune. De parfaites petites boîtes contenant de parfaites petites familles avec de parfaits petits secrets. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un texto de ma sœur. Impossible de dormir non plus. Drôle de nuit, non? Je t'aime, ma sœur. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Je t'aime, ma sœur. La cruauté désinvolte de ce message était presque artistique. Elle m'envoyait un texto à 2h30 du matin,
probablement allongée à côté d'un inconnu qu'elle avait dragué dans un bar quelconque, pensant à mon mari, à leur projet pour demain après-midi. J'ai répondu, ouais, vraiment bizarre. À bientôt. Puis j'ai effacé le message et écrit, dors bien. Demain est un grand jour. Puis j'ai effacé ça aussi et je t'ai juste envoyé un, je t'aime aussi. Parce que même au beau milieu d'un cœur arraché et piétiné, on suit le scénario. On joue le rôle. L'épouse dévouée, la sœur aimante, la femme qui ignore que toute sa vie est un spectacle pour deux spectateurs. Je suis remonté et me suis glissé dans le lit à côté de mon mari. Il a légèrement remué, tendant la main dans son sommeil pour me serrer contre lui. Son bras autour de ma taille était comme une chaîne. Je t'aime, a-t-il marmonné dans mes cheveux. Je sais que tu m'aimes, ai-je murmuré en retour. Et pour la première fois depuis des heures, j'ai souri. Parce que demain à 14 heures, il s'attendait à se retrouver au même endroit. Mais j'avais un plan complètement différent. Il voulait jouer avec ma vie. Bon, on y va. Le lendemain matin s'est déroulé comme une scène de film sur les mariages parfaits. Il a fait du café. J'ai fait des œufs. Nous étions assis à notre îlot central, avec les nouvelles du matin murmurant en fond sonore. Et je l'ai regardé me mentir au visage avec l'habileté d'un professionnel chevronné. J'ai un rendez-vous client cet après-midi, dit-il en beurrant ses tartines avec un soin délibéré. Je risque d'être en retard, alors ne m'attends pas si je ne suis pas rentré pour le dîner. Le comte Henderson ? Je lui ai demandé parce que son travail m'avait toujours intéressé. Soucieux, impliqué. Oui, c'est bien celui-là. Il n'a même pas sourcillé. Tu sais comment ces vieux magnats gèrent leur portefeuille d'investissement. Tu veux discuter de chaque détail. J'ai hoché la tête avec sympathie. Bon, n'oublie pas. De manger quelque chose. Tu sais ce qu'on ressent quand on a une baisse de glycémie pendant les longues réunions? Il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Que ferais-je sans toi? J'imagine qu'on n'aura jamais à le savoir, ai-je dit avec un sourire tendre. Après son départ pour son vrai bureau, car apparemment, il avait encore un vrai travail entre ses activités extrascolaires. J'ai appelé pour me faire porter pâle. Une intoxication alimentaire, ai-je dit à mon supérieur. Une horreur. Ça pourrait durer toute la journée. Puis j'ai appelé ma sœur. Salut toi. Sa voix était claire et joyeuse, comme si elle n'avait pas passé la nuit à planifier un après-midi avec mon mari. Quoi de neuf? Je me demandais juste ce que tu faisais aujourd'hui. Je pensais qu'on pourrait peut-être déjeuner. Il y eut un silence. Juste un battement de cœur, mais je l'ai saisi. Oh, j'aimerais bien, mais j'ai un truc. Ce rendez-vous? Reporté? Bien sûr, dis-je d'un ton léger. Rendez-vous important. Juste, tu sais, des trucs ennuyeux. Le truc du docteur. Le truc du docteur, c'était nouveau. Des points pour la créativité, je suppose. Bon, prends soin de toi. Tu as l'air un peu stressé ces derniers temps. Ah bon? Un autre silence. Je vais bien. Juste occupé par le travail. Le travail, non? Ma sœur était graphiste indépendante, elle travaillait à domicile et fixait ses propres horaires. Mais soudain, elle était trop occupée pour déjeuner avec son unique frère. Bon, eh bien, appelle-moi plus tard. Tenez-moi au courant de votre rendez-vous. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon et j'ai contemplé la vie que j'avais construite, les coussins soigneusement choisis, les photos de famille sur la cheminée, dont plusieurs de ma sœur et moi, enlacés, souriant comme si nous partagions les mêmes rêves plutôt que le même homme. La photo de notre dernier Noël s'est démarquée. La main de ma sœur reposait sur l'épaule de mon mari sur la photo de groupe. Sur le moment, j'avais cru à une simple affection familiale. Maintenant, je voyais son pouce caresser légèrement le tissu de son pull. Comment avais-je pu passer à côté de ça? J'ai pensé à les affronter, à entrer dans l'hôtel ou le café qu'ils avaient choisi pour leur rendez-vous et à faire une scène. Mais ça me semblait trop facile aussi. Où était le côté artistique? Au lieu de ça, j'ai passé la matinée à faire des recherches. J'ai épluché de vieilles photos, de vieux SMS, de vieux relevés de cartes de crédit. Incroyable ce qu'on peut trouver quand on cherche vraiment. Cette facture à l'hôtel boutique du centre-ville, il y a 2 mois, qu'il avait prétendu être pour un dîner avec un client. Le jour même, ma sœur avait posté un selfie depuis un café de l'autre côté de la ville,
que je reconnaissais maintenant comme étant celui du hall de l'hôtel. Le schéma était clair comme de l'eau de roche une fois qu'on savait où chercher. Des réunions d'après-midi qui coïncidaient avec les courses mystérieuses de ma sœur. Des dîners d'affaires qui avaient lieu les soirs où elle prétendait travailler tard sur des projets. Mon téléphone a sonné à 23h30. Encore ma sœur. Dis donc, une petite question, a-t-elle dit. Et j'entendais la circulation en arrière-plan. Tu ne te rappellerais pas où j'ai mis mon double de clé, par hasard? Il est dans la grenouille en céramique près de ta porte d'entrée. Comme d'habitude. Pourquoi? Oh, j'ai peut-être quelqu'un qui passe prendre quelque chose. Je voulais juste m'assurer qu'il puisse entrer. Quelqu'un qui passe. Ah bon? Quelqu'un que je connais? Ai-je demandé innocemment. Juste un ami. Tu ne le connais pas. Les mensonges devenaient de plus en plus paresseux. C'en était presque insultant. Bon, amuse-toi bien avec ton rendez-vous chez le médecin, ai-je dit. Merci. Je t'aime, ma sœur. Et voilà que c'était reparti. Ce petit coup de couteau désinvolte déguisé en affection. À 13h15, je suis monté dans ma voiture et me suis rendu à l'hôtel-boutique du centre-ville, celui-là même qui figurait sur mon relevé de carte de crédit. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, avec une vue dégagée sur l'entrée, et j'ai attendu. La voiture de mon mari est arrivée à 13h52. Il est sorti, vêtu de la chemise bleue que je lui avais repassée le matin même, regardant nerveusement autour de lui avant d'entrer. 8 minutes plus tard, la décapotable rouge de ma sœur est apparue. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Une robe décolletée et d'apparence luxueuse. Je l'ai regardée se regarder dans le rétroviseur, se lisser les cheveux et se mettre du rouge à lèvres frais, la même teinte que je l'avais aidé à choisir 3 mois plus tôt, lors de la journée shopping de notre sœur. Ils se sont enlacés dans le hall. Je les voyais à travers les portes vitrées, pas une simple accolade familiale, le genre d'étreinte où les corps s'emboîtent comme s'ils s'étaient entraînés. Je suis resté assise dans ma voiture pendant encore 20 minutes, à regarder les vitres du 3e étage où je les avais vus disparaître. Mes mains étaient parfaitement immobiles maintenant. Ma respiration était calme. J'avais l'impression de voir la vie de quelqu'un d'autre s'écrouler, ce qui était étrangement libérateur. À 14h30, je suis allé chez ma sœur et je suis entré avec le double de clé qu'elle m'avait si gentiment mentionné. Je me suis installé confortablement sur son canapé et j'ai attendu, planifié. Parce que ce qu'il y a de spécial dans le fait d'être une épouse dévouée et une sœur aimante, c'est qu'on apprend des choses. On est attentive. On se souvient de détails que d'autres oublient, comme les mots de passe, les emplois du temps, comme le fait que ma sœur avait toujours été négligente avec son téléphone, le laissant déverrouillé et sans surveillance. Comme le fait que le plus gros client de mon mari était en réalité le comte Henderson, et que leur réunion trimestrielle était prévue la semaine suivante. Comme le fait que je les soutenais tous les deux financièrement, par petites touches, depuis des mois, et que j'avais accès à plus d'informations sur eux qu'ils ne le pensaient. Ils avaient commis une erreur cruciale dans leur petite affaire. Ils m'avaient sous-estimé. Cela allait changer. La maison de ma sœur sentait la vanille et les secrets. J'avais toujours adoré venir ici avant. J'avais l'impression d'être dans une version adulte de la chambre que nous partagions enfant, tout en texture douce et couleur chaude. Maintenant, c'était comme une scène de crime que je m'apprêtais à analyser. Je n'ai pas fouillé dans ces affaires comme une ex-petite amie jalouse dans un mauvais film. J'étais méthodique, clinique. Je me suis assise sur son canapé crème avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter tout ce que j'avais découvert au cours des 18 dernières heures. Des captures d'écran de débit de carte de crédit, des dates croisées avec les réunions de travail de mon mari et les rendez-vous mystérieux de ma sœur. Cette photo de Noël où elle avait la main sur son épaule. Même l'horodatage du SMS mal acheminé de la veille. Mais il me fallait plus que des preuves indirectes. Il me fallait quelque chose qui leur permettrait à tous les deux de comprendre exactement ce qu'ils avaient perdu. À 16h17, le téléphone de ma sœur a vibré sur sa table basse. Elle l'avait oublié dans sa hâte d'arriver à l'hôtel. Un comportement typique pour quelqu'un qui n'a jamais appris à être vraiment prudent. Le message venait de mon mari. Même heure la semaine prochaine. Je ne peux pas. J'en ai assez de toi. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée sur mon propre téléphone. Puis j'ai parcouru leur historique de conversation. 3 mois de messages. 3 mois où mon mari racontait à ma sœur ce qu'il me disait.
3 mois où ma sœur répondait avec des émojis en forme de cœur et promettait de garder leur secret. La dernière conversation m'a retourné l'estomac. Lui. Je me sens parfois coupable. Elle à propos de quoi? Elle est heureuse. Elle ne se doute de rien. Lui. Je sais, mais c'est ta sœur. Elle. Elle est naïve. Elle l'a toujours été. Ça ne lui fait pas de mal si elle ne le connaît pas. Tu as raison. Je t'aime. Elle. Je t'aime aussi. À demain. Naïve. 27 ans de sororité. Et c'est ce qu'elle pensait de moi. J'ai tout photographié, puis j'ai remis son téléphone exactement là où je l'avais trouvé. À leur retour de leur après-midi d'adultère, je serais parti depuis longtemps. Mais le piège serait tendu. Tu vois, le problème avec la sous-estimation constante, c'est que les gens oublient qu'on pourrait bien les écouter. Ils oublient. Tu es peut-être intelligente. Ils oublient définitivement que tu es peut-être vindicative. Mon mari ignorait que je construisais discrètement mon indépendance financière depuis 1 an. Ce travail de consultante que je faisais pour le plaisir me générait en réalité de sérieux revenus. Le compte bancaire séparé que j'avais ouvert pour les dépenses d'urgence était désormais suffisamment substantiel pour me permettre de faire face à tout ce qui allait suivre. Ma sœur ignorait que je documentais sa fraude fiscale depuis des mois. Tous ses revenus de freelance, elle les acceptait en espèces pour éviter de les déclarer. J'en avais tenu compte. J'avais même des photos des enveloppes. Aucun d'eux ne savait que je consultais un thérapeute depuis 6 mois. Non pas parce que notre mariage battait de l'aile, mais parce que je rêvais que quelque chose n'allait pas. L'intuition est une chose étrange. Parfois, le subconscient devine les choses avant que la raison ne rattrape son retard. Le docteur Martinez m'avait aidé à comprendre que ces crises d'angoisse n'étaient pas aléatoires. C'était la façon dont mon corps traitait les informations que mon cerveau refusait d'accepter. Elle m'avait aussi aidé à développer ce qu'elle appelait des stratégies de préparation émotionnelle. Autrement dit, elle m'avait appris par accident comment préparer une vengeance parfaite. À 17h30, je me suis rendu au bureau où travaillait mon mari. Je connaissais son emploi du temps mieux que lui, et je savais qu'il passerait pour rattraper son retard administratif après sa visite à l'hôtel. La conscience coupable incite à la surcompensation. J'ai attendu dans le parking jusqu'à ce que je le voie se diriger vers sa voiture. Puis je l'ai appelé. « Salut, ma belle », a-t-il répondu comme toujours. « Comment s'est passée ta journée ?»« Ennuyeuse », ai-je dit. « Comment s'est passée ta réunion avec les Henderson ?»« Oh, tu sais, longue, détaillée. On a beaucoup parlé. »« Super, ma puce. Je suis justement dans le coin. Tu veux dîner ?» Il y a eu une pause. « Le quartier ? Lequel ? » Le centre-ville. J'avais des courses à faire. Je suis près du petit restaurant italien où on est allé pour notre anniversaire. Une autre pause. Plus longue cette fois. En fait, je suis toujours au bureau. Je serai peut-être là tard ce soir. À revoir. Je pourrais. Je l'ai vu à travers le pare-brise de sa voiture. Il était assis au volant de sa BMW, me mentant tout en regardant droit vers le bâtiment où il était censé travailler tard. Bien sûr, ma chérie. Ne travaille pas trop dur. Je t'aime. Je sais, ai-je dit, avant de raccrocher. Puis je l'ai suivi jusque chez moi, en me tenant suffisamment loin pour qu'il ne le remarque pas. Je l'ai regardé assis dans notre allée pendant 10 minutes, se ressaisissant probablement avant qu'il n'entre chez nous et crie, « Chérie, je suis rentré. » J'ai attendu encore 5 minutes avant d'entrer. Comment s'est passée la réunion avec Henderson, ai-je demandé en apparaissant dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Productif, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Vraiment productif ? Je pense qu'on va décrocher le contrat. C'est merveilleux. Tu sens bon, au fait. Nouvelle eau de Cologne ? Il marqua une pause. Non, comme d'habitude. C'est peut-être juste, je ne sais pas, un autre savon dans les toilettes du bureau. H, dis-je, sans la vanille. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit à côté de lui et j'ai finalisé mon plan. J'avais tout ce qu'il me fallait. Des preuves, l'indépendance financière, des documents légaux sur leur liaison, et quelque chose qu'ils ignoraient, un témoin. 3 semaines auparavant, j'avais engagé un détective privé. Non pas parce que je soupçonnais quelque chose de précis, mais parce que ses rêves d'angoisse s'aggravaient,
et le docteur Martinez avait suggéré que parfois, agir, même de manière modeste, pouvait aider à gérer l'anxiété. L'enquêtrice, une femme nommée Patricia, qui ressemblait à la tante préférée de quelqu'un, documentait leurs réunions depuis des semaines. Photographie professionnelle, horodatage, numéro de plaque d'immatriculation, numéro de chambre d'hôtel. Patricia m'avait appelé le matin même, juste après avoir découvert le SMS. « Je suis désolé, mon cœur », avait-elle dit de sa voix douce. « Mais je pense que nous avons suffisamment de preuves maintenant. Tu veux qu'on prenne rendez-vous pour tout revoir ? » En fait, lui ai-je dit. Je crois que je veux que tu fasses autre chose d'abord. Demain, c'était vendredi. Ma sœur avait toujours son rendez-vous chez le coiffeur à 14 h le vendredi. Mon mari jouait toujours au golf avec ses copains à 15 h. Mais ce vendredi-là, ce serait différent. Ce vendredi-là, ils allaient tous les deux recevoir une invitation qu'ils ne pourraient pas refuser. Vendredi matin, je me suis réveillé avant mon réveil et j'ai préparé à mon mari son petit déjeuner préféré, des pancakes aux myrtilles avec du vrai sirop d'érable. J'ai même disposé les myrtilles en un petit smiley dessus, comme je le faisais quand nous étions jeunes mariés. Et je pensais que les petits gestes étaient importants. Pour quelle occasion, a-t-il demandé en coupant la pile avec un plaisir évident. Aucune occasion. Est-ce que je ne peux pas juste aimer mon mari ? Il a tendu la main par-dessus la table et m'a serré. Tu es incroyable, tu sais ça ? J'apprends, ai-je dit. À 10 h, j'ai appelé ma sœur. Dis-moi, veux-tu ? On se retrouve pour un café cet après-midi ? J'ai quelque chose d'excitant à t'annoncer. Elle semblait distraite. J'ai rendez-vous chez le coiffeur à 14 h, parfait. Et si on se rendait à 16 h 30 ? Ce nouveau salon sur la 5e rue. En fait, je risque d'être en retard aujourd'hui. On pourrait plutôt faire demain ? Ça ne peut pas attendre demain, ai-je dit, laissant une pointe d'excitation transparaître dans ma voix. Crois-moi, tu vas vouloir entendre la nouvelle au plus vite. Il y a eu un long silence. Je pouvais presque entendre ses calculs mentaux. D'accord, a-t-elle finalement dit. 16 h 30, mais je risque d'être en retard de quelques minutes. Prends tout ton temps. Ensuite, j'ai envoyé un texto à mon mari. Surprise. J'ai réservé un massage en couple dans ce spa du centre-ville. 16 h 30 aujourd'hui. Considérez ça comme une célébration de week-end en avance. Sa réponse est arrivée rapidement. Aujourd'hui, j'ai une partie de golf avec les copains. J'ai déjà payé. Non remboursable. S'il vous plaît, pour moi. Un silence plus long cette fois que bien sûr. Tout pour vous. Quelle est l'adresse ? Je lui ai envoyé l'adresse du café sur 5e rue. À 15 h, je suis arrivé au café et j'ai choisi une table près de la fenêtre avec une vue dégagée sur tout l'endroit. J'ai commandé un latte que je n'avais pas l'intention de boire et j'ai ouvert un livre que je n'avais pas l'intention de lire. Patricia, ma détective privée, était déjà là, assise à une table d'angle avec son ordinateur portable et une pile de dossiers manille. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme d'âge moyen savourant un café l'après-midi. Personne ne lui accordait un regard. À 16 h 25, mon mari est entré, regardant nerveusement autour de lui. Il portait sa tenue de golf, son pantalon kaki et son polo, mais il n'arrêtait pas de consulter son téléphone et de jeter des coups d'œil vers la porte. Je lui ai fait signe de la main de l'autre côté de la pièce. La confusion sur son visage était immédiate et profonde. Il s'est approché lentement comme s'il s'approchait d'un accident de voiture. « Chérie », a-t-il dit. Je me suis dit, tu n'as pas dit le spa ? Assieds-toi, ai-je dit doucement. Il faut qu'on parle. Il est resté assis, l'air perplexe. Je ne comprends pas. Où est le massage en couple ? Il n'y a pas de massage en couple. Mais ne vous inquiétez pas, ma sœur devrait arriver d'une minute à l'autre. Son visage a perdu toute couleur si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Votre sœur ? Pourquoi votre sœur serait-elle là ? Parce que je l'ai invitée. De la même manière que je vous ai invité. À 16 h 32 précise, ma sœur a franchi la porte. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a immédiatement repéré mon mari et j'ai vu son visage passer par la même séquence d'émotions, confusion, reconnaissance et pure terreur. Elle s'est approchée comme si elle allait à sa propre exécution. « Salut », a-t-elle dit faiblement, sans nous regarder dans les yeux. « Assieds-toi »,
ai-je dit en désignant la chaise vide entre eux. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de se briser. J'ai dit, assieds-toi. Ma sœur s'est assise. Ses mains tremblaient. Alors, j'ai dit sur le ton de la conversation, depuis combien de temps couchez-vous ensemble? Mon mari a commencé à parler, mais j'ai levé les yeux. Main. En fait, ne réponds pas. Je sais déjà que ça fait 3 mois. Je suis au courant pour l'hôtel. Je suis au courant pour les réunions de l'après-midi. Je suis au courant pour le double des clés, les bougies à la vanille et le fait que tu me prennes pour naïve. Ma sœur émit un petit bruit, comme de l'air s'échappant d'un ballon. Je sais aussi, continuai-je en fouillant dans mon sac à main, que tu as menti au fisc sur tes revenus de freelance. Je plaçai un dossier devant elle. Ce sont des documents remontant à 2 ans. Paiement en espèces, revenus non déclarés, dépenses falsifiées. Ses mains tremblaient à présent. Je me tournai vers mon mari. Et je sais que tu as utilisé nos cartes de crédit communes pour payer tes hôtels, tes dîners et tes cadeaux. Un autre dossier atterrit sur la table. C'est considéré comme une infidélité financière dans une procédure de divorce, surtout lorsqu'il y a des preuves de l'infidélité réelle. On peut expliquer, commença-t-il. Non, dis-je fermement. Tu ne peux pas, car aucune explication ne justifie cela. Aucune histoire ne peut transformer cela en autre chose qu'une trahison. J'ai regardé autour du café. Des gens normaux discutaient normalement, ignorant que 3 vies se désintégraient à la table 12. Voilà ce qui allait se passer. J'ai dit, je demande le divorce lundi. Je signale également la fraude fiscale aux autorités compétentes. Et pour que tout soit clair sur la chronologie, je vous fais suivre par un détective privé depuis 3 semaines. Patricia a levé sa tasse de café en guise de salut de l'autre côté de la pièce. Elle a des photos, des horodatages, des relevés d'hôtel et un rapport très détaillé qui sera présenté comme preuve dans notre procédure de divorce. Ma sœur pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage parfaitement maquillé. S'il vous plaît, a-t-elle murmuré. Je suis désolé. Nous sommes tous les deux désolés. J'en suis sûr, ai-je dit. Désolé de vous avoir fait prendre. Mon mari a tendu la main vers moi par-dessus la table. On peut arranger ça. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Ça signifiait quelque chose pour moi. J'ai dit que ça signifiait que les 2 personnes que j'aimais le plus au monde avaient décidé que je valais moins que leur divertissement de l'après-midi. Je me suis levé et j'ai enfilé mon manteau. Oh, et encore une chose. J'ai appelé maman ce matin et je lui ai tout raconté. Elle vous attend tous les 2 pour dîner dimanche soir. Quelque chose comme vouloir avoir une discussion familiale sur la loyauté et les conséquences. L'horreur sur leur visage valait presque 3 mois de souffrance. Profite bien du reste de ton après-midi, ai-je dit. J'espère que ça en valait la peine. Je suis sorti de ce café et j'ai replongé dans le reste de ma vie. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un endroit lumineux et aéré avec du parquet et des fenêtres qui se sont ouvertes lorsque mon avocate a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Le divorce est officiel, a-t-elle dit. Et l'accord est exactement ce dont nous avions discuté, la maison, la moitié de son compte retraite et une pension alimentaire pour 18 mois. Qu'en est-il de ma sœur? Le contrôle fiscal se déroule comme prévu. Elle devra probablement des arriérés d'impôts conséquents, plus des pénalités. Son comptable lui a suggéré d'envisager un plan de paiement. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de vin et je me suis assis sur mon petit balcon, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de nuances roses et dorées. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que vous ne voulez probablement pas entendre parler de moi, mais je veux que vous sachiez combien je suis désolé. Ce que nous avons fait était impardonnable. Ma sœur me manque. J'ai regardé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. En vérité, elle me manquait parfois. La version d'elle que je croyais connaître me manquait. La conviction que mon mariage était solide et ma famille fidèle me manquait. La femme naïve que j'étais me manquait. Celle qui préparait des pancakes souriants et repassait des chemises avec amour. De ressentiment. Mais les rêves d'angoisse ne me manquaient pas. Le sentiment que quelque chose n'allait pas sans savoir quoi ne me manquait pas. Trouver des excuses à des gens qui ne les méritaient pas ne me manquait pas. Mon thérapeute, le docteur Martinez, m'avait prévenu que le rétablissement après une trahison n'était pas linéaire. Certains jours,
je me sentais forte et justifiée. D'autres jours, je me sentais seul et me demandais si j'avais réagi de manière excessive, mais la plupart du temps, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Mon ex-mari avait essayé de me contacter à plusieurs reprises au début. Des textos d'excuses qui ressemblaient plus à des tentatives de négociation qu'à de sincères remords. J'avais bloqué son numéro après le 3e message qui commençait par « Si tu pouvais juste entendre raison ». Ma mère, Dieu la bénisse, les avait effectivement invités tous les deux à dîner le dimanche de ce premier week-end. D'après ma cousine, qui l'avait appris par ma tante, c'était une démonstration légendaire de déception maternelle. Ma mère, qui avait élevé 4 enfants et enterré un mari, avait apparemment des choses à dire sur la loyauté familiale et l'intégrité personnelle. Ma sœur j'étais retournée vivre temporairement chez nos parents après que son appartement soit devenu inabordable à cause du fisc. Mon ex-mari avait emménagé dans un studio à l'autre bout de la ville et, paraît-il, essayait de reconstituer sa clientèle après que plusieurs personnes eurent entendu parler du divorce et préférèrent travailler avec quelqu'un qui respectait ses engagements. Quant à leur relation, apparemment, coucher avec sa belle-sœur perd son attrait quand on en subit tous les deux les conséquences. Ils avaient cessé de se voir un mois après cette altercation au café. D'après Patricia, qui avait suivi la situation par curiosité professionnelle. C'est drôle comme les choses se terminent. Elle m'avait dit lors de notre dernière rencontre, la plupart des liaisons ne survivent pas à l'exposition publique. Trop de réalité, pas assez de fantaisie. J'avais recommencé à sortir récemment. Rien de sérieux. Juste un café avec un homme rencontré dans une librairie qui me faisait rire et qui ne semblait pas avoir d'histoire amoureuse compliquée. Il ne connaissait pas encore mon passé, et je n'étais pas prête à le partager. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir des histoires dignes d'être racontées, sans trahison. Ma carrière avait pris un tournant inattendu. Le travail de consultante que j'exerçais discrètement s'était transformé en un emploi à temps plein dans une agence de marketing du centre-ville. Il s'est avéré que les compétences méthodiques et le souci du détail que j'avais développé en documentant la liaison de mon mari étaient exactement ce dont ils avaient besoin pour leur service d'analyse. Je gagnais plus d'argent que jamais, je vivais dans un espace entièrement à moi et je dormais sans rêves anxieux. Parfois, je me demandais ce qui se serait passé si je les avais confrontés en privé, si j'avais essayé d'arranger les choses, si j'avais choisi le pardon plutôt que la justice. Mais je me suis alors souvenu de la cruauté désinvolte dans les SMS de ma sœur, de la facilité avec laquelle mon mari m'avait menti en face, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ils avaient joué avec ma confiance et tout perdu. J'avais joué avec mon confort de vie et gagné quelque chose de mieux. L'estime de soi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma cousine qui m'invitait à l'anniversaire de sa fille le week-end prochain. Une réunion de famille normale, avec des drames familiaux normaux. Le genre de scandale où le plus grand scandale est celui de quelqu'un qui apporte un dessert du commerce à un repas partagé. J'ai répondu par SMS, j'y serai. Dois-je apporter quelque chose? Juste toi, a-t-elle répondu. Ça m'a toujours suffi. J'ai souri, fini mon vin et suis rentré pour commencer à planifier mon week-end. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'être demain.